Certaines chenilles d'Hawaï ont développé une habitude alimentaire proprement effrayante. Scieuses chenilles arpenteuses, qui sont des larves de géométridés, vont à l'encontre de toute norme et ignorent totalement ce que c'est que de manger des feuilles. Au lieu de cela, elles passent leur temps sur les feuilles et leurs tiges, en attendant que des insectes passent pour pouvoir les attraper rapidement avec leurs pattes munies de poils. Des scientifiques ont découvert un tas de ces petites chasseuses d'insectes dans les forêts hawaïennes et les ont élevées en laboratoire. Il se trouve qu'elles appartiennent à un groupe de chenilles appelé Eupithecia, qui se nourrissent ordinairement de plantes, de fleurs et de feuillages. Mais à Hawaï, une demi-douzaine de ces 16 espèces d'Eupithecia ont décidé de devenir carnivores, en optant pour un régime à base d'insectes. Peut-être que tout le pollen de fleurs riches en protéines dont elles se nourrissaient les a aidées à révéler le prédateur qui sommeillait en elles. Grâce à l'absence de prédateurs venus du continent, ces chenilles arpenteuses ont pu prospérer dans l'écosystème de l'île, contrairement à d'autres espèces envahissantes qui causent des problèmes à la flore et à la faune locale. Ces chenilles carnivores ont justement évolué pour occuper la niche écologique généralement remplie par d'autres insectes, comme les menthes religieuses dans d'autres régions. Elles sont connues pour leurs attaques éclairs et n'ont besoin que d'environ un dixième de seconde pour frapper et dévorer leur proie vivante. Espérons qu'elles ne deviendront pas plus grosses ou plus affamées. Les serpents à sonnette utilisent leur grelot emblématique pour avertir les prédateurs, comme les coyotes, de rester à l'écart ou de risquer la morsure. Cette sonnette a évolué à partir d'un simple secouement de la queue qui opérait comme un signal aposématique. Plutôt que d'utiliser leur sonnette pour attirer des partenaires, ce son sert à avertir du danger posé par les crocs venimeux du serpent. Eh bien, c'est gentil de prévenir. Ce bruit de sonnette provient des segments creux de peau morte qui s'entrechoquent à l'extrémité de la queue du reptile. Des recherches récentes ont montré que les serpents à sonnette ajustaient la vitesse du cliquetis en fonction de la proximité d'un prédateur, créant ainsi une ingénieuse illusion auditive pour dissuader les menaces potentielles. Cet usage du son aide les crotales à se défendre malgré leur propre incapacité à entendre ce son. Les coquilles Saint-Jacques ont une apparence distinctive et ressemblent à des palourdes de films d'horreur avec des tentacules et des yeux à l'intérieur de la bouche. Ce qui ne les empêche pas d'être délicieuses. Les scientifiques ont découvert que ces yeux, qui ressemblent à des baies, pourraient être comparés à des télescopes de pointe. Ils sont comme des miroirs carrelés, capables de créer des images complexes similaires à celles qu'obtiennent nos observatoires modernes. Fait intéressant, les coquilles Saint-Jacques n'ont pas de cerveau, mais leurs yeux sont capables de former des images d'objets flous. Contrairement à d'autres mollusques, comme les moules, les coquilles Saint-Jacques présentent une structure oculaire unique, similaire à celle des insectes. Ceci pourrait expliquer pourquoi les coquilles Saint-Jacques figurent parmi les quelques bivalves capables de nager. Les nombreux yeux d'une coquille Saint-Jacques peuvent l'aider à créer une image tridimensionnelle de son environnement, certains de ces yeux ayant une meilleure vision que d'autres. Ces yeux uniques pourraient potentiellement influencer la conception de futurs télescopes et inspirer la création de dispositifs compacts d'imagerie à grand champ. Alors, la prochaine fois que vous savourez un plat de coquilles Saint-Jacques, souvenez-vous que ces créatures ont jusqu'à 200 petits télescopes qui vous regardent manger. À quoi servent les os creux des oiseaux ? Les oiseaux présentent des adaptations uniques de leur squelette, cruciales pour pouvoir voler, et l'une d'entre elles se trouve être ces os creux. Aussi connus sous le nom d'os pneumatisés, ils contiennent des espaces d'air qui aident à absorber l'oxygène pendant le volume. Ces poches d'air sont connectées à des zones creuses à l'intérieur des os de l'oiseau et permettent à ses poumons de s'étendre dans l'ensemble de sa structure squelettique. Ce système complexe aide les volatiles à absorber de l'oxygène lorsqu'ils respirent, augmentant ainsi les niveaux d'oxygène dans leur sang et leur fournissant l'énergie nécessaire au volume. Contrairement à une idée répandue, ces os creux ne rendent pas nécessairement l'oiseau plus léger. Des études montrent que les os des oiseaux sont en réalité plus lourds que ceux d'animaux de taille similaire. À vrai dire, le squelette d'un oiseau de 50 grammes est plus dense et plus lourd que celui d'une souris du même poids. Cette densité accrue se traduit par des os minces, plus rigides, plus robustes et moins susceptibles de se rompre. Parfois, les jambes ne sont pas des jambes. Dans une étude récente, des chercheurs se sont penchés sur la manière dont les chenilles se faisaient pousser les pattes dodues qui les caractérisent. Elles remplissent en fait un objectif important.
Les chenilles ont besoin de beaucoup manger pour grandir le plus vite possible. Et ces pattes rondelettes les aident à se déplacer efficacement autour des feuilles et des branchages. Il est intéressant de noter que ces petites jambes potelées ne sont pas réellement des jambes. C'est ce qu'on appelle des fausses pattes, de petits picots qui aident les chenilles à se déplacer. Les vraies pattes de la chenille, qui se transformeront en pattes d'adulte une fois devenues papillons, sont proches de sa tête et ne sont pas utilisées pour se déplacer. Même si une chenille perdait ses vraies pattes, elle pourrait toujours se déplacer en utilisant les fausses. Cela soulève la question de ce qui fait d'une jambe une jambe. Est-ce dû à sa structure ou à sa fonction? Les pattes uniques des chenilles ne sont qu'un exemple des fascinantes adaptations observées chez les arthropodes. Ces pattes temporaires aident les chenilles à se nourrir et à bouger avant d'acquérir leur forme définitive. Ce bref aperçu du monde des chenilles nous rappelle la nature transitoire de la vie et nous encourage à apprécier ces pattes spéciales tant qu'elles durent. Les pogonas, ou dragons barbus, sont des lézards d'Australie que l'on retrouve dans les déserts, les savanes, les broussailles et les forêts subtropicales. Ils sont connus pour être des animaux de compagnie appréciés en raison de leur tempérament amical, de leur sourire constant et de leur attitude décontractée. Les gens aiment les garder comme animaux de compagnie et les surnomment « poilus » à cause de ces espèces d'épines sur leur cou. Il existe 8 sortes de dragons barbus et de nombreuses couleurs et motifs différents ont été observés en captivité. Bien qu'ils se portent bien dans leurs foyers australiens, certains dragons se sont retrouvés dans d'autres parties du monde par des moyens détournés. Bien qu'ils demeurent principalement au sol à l'état sauvage, ils savent parfaitement grimper aux arbres lorsqu'ils ont besoin de s'exposer ou d'échapper à un quelconque prédateur. Les dragons barbus sont désormais présents partout dans le monde, sauf à Hawaï, puisqu'ils y sont interdits. Fait amusant, ces dragons peuvent te faire repousser leurs dents, tout comme les requins et les geckos. Croyez-le ou non, des dragons barbus ont déjà été vus en train de boire de l'eau de pluie lorsqu'il fait chaud ou très sec. Ils ont également d'étranges habitudes de sommeil et dorment dans des positions étranges, même dans leur vivarium. Ils peuvent littéralement rester debout pendant leur sommeil. Ils sont aussi capables de courir presque aussi vite que les humains. Pourtant, ils préfèrent généralement prendre leur temps. Lorsqu'ils ont besoin de taper un sprint, ils peuvent se dresser sur 2 jambes et courir ventre à terre. Dame Nature ne respecte pas toujours la stricte définition des sexes. Certaines espèces ont la capacité de développer et de maintenir simultanément des organes reproducteurs masculins et féminins. C'est un tour de force. D'autres ont la capacité de passer d'un sexe à l'autre, en fonction de divers facteurs tels que les conditions environnementales. Ces changements peuvent offrir une flexibilité reproductive ou peuvent être déclenchés par des facteurs externes tels que l'augmentation des températures. Les poissons clowns, par exemple, sont séquentiellement hermaphrodites, nés d'un sexe mais capables de passer à l'autre si nécessaire. Dans le cas des poissons clowns, cette transformation s'opère de mâle à femelle, un processus connu sous le nom de protandrie. Dans un groupe de poissons clowns, seuls 2 membres sont pleinement matures, un grand mâle et une femelle encore plus grande. Si quelque chose arrive à la femelle, le mâle deviendra une femelle et choisira le mâle suivant, le plus grand du groupe, comme nouveau partenaire. N'est-ce pas pratique? Les Siritidae sont un autre exemple d'espèces capables de changer de sexe en fonction de conditions spécifiques. Ils commencent leur vie en tant que femelles et peuvent devenir mâles, un processus connu, lui, sous le nom de protogynie. Contrairement à d'autres hermaphrodites séquentiels, les Siritidae ont la capacité de passer d'un sexe à l'autre en fonction des circonstances au sein de leur groupe. Les limaces bananes, par exemple, sont des hermaphrodites simultanés, capables d'utiliser à la fois les organes reproducteurs masculins et féminins. Bien qu'elles puissent s'auto-féconder, la plupart des limaces bananes préfèrent s'accoupler avec une autre limace. Des recherches ont également montré que certaines espèces de grenouilles étaient capables de changer de sexe, avec des individus développant des organes reproducteurs du sexe opposé pleinement fonctionnels. Ce changement, observé à la fois en laboratoire et dans des études en milieu naturel, pourrait se produire. Yo ho ho! A pirate's life for me! Pop, 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 je t'arrête tout de suite. Si tu crois que c'était super cool d'être un pirate ou un marin dans le passé, voici la dure vérité. Il ne s'agissait pas uniquement d'entonner des chansons sur la mer et de s'embarquer dans des voyages épiques autour du monde pour trouver la fontaine de Jouvence ou des grottes remplies d'or. Passer tout son temps en mer, ce n'était pas si cool que ça en réalité. Et je vais te le prouver en 5 points. Nous allons nous immerger dans l'histoire des pirates. De rien pour le jeu de mots.
Imagine, tu es hyper enthousiaste. Ça fait des années que tu attends ce moment et c'est enfin officiel. Tu vas devenir un vrai marin. Le capitaine te dit de te préparer car demain, tu vas partir pour un voyage qui devrait durer environ 6 mois, si tu as de la chance, bien entendu. Parce que les orages et les chants de sirènes pourraient compliquer un peu les choses. Tu mets 2-3 trucs dans un sac. On interrompt déjà le rêve quelques secondes parce qu'on doit faire face à la première difficulté. Ce que j'entendais par « tu mets 2-3 trucs dans un sac », c'est que, en gros, tu n'apportais que les vêtements que tu portais déjà. Les marins avaient un seul change qu'ils ne lavaient presque jamais pendant le voyage. Ils pensaient que la saleté et la graisse les protégeraient du vent et des tempêtes. On repart sur notre rêve. Tu dis au revoir à ta famille et tu te diriges vers le port où t'attend ta nouvelle maison. Un membre de l'équipage t'accueille de manière peu chaleureuse et il te montre le lieu où tu vas dormir. Tu regrettes déjà un peu d'être devenu marin. Après avoir vu ta chambre, tu comprends que tu n'es pas parti pour une croisière 5 étoiles. Voici le deuxième problème. Les bateaux étaient vraiment surchargés. Qu'ils travaillent pour des capitaines connus comme Christophe Colomb ou pas, un marin devait accepter de vivre dans ces conditions précaires. La Niña et la Pinta étaient 2 navires de Christophe Colomb et il s'agissait des meilleurs vaisseaux de l'époque. Mais malgré cela, ils étaient si petits que l'équipage n'avait pas de place pour dormir. Voici notre troisième problème. Dormir les uns à côté des autres sur un pont bondé, sans même assez de place pour se retourner, n'était pas idéal d'un point de vue sanitaire. Et essayer de fuir les ronflements des collègues en se réfugiant sous le pont n'était pas faisable, puisqu'il n'y avait pas d'air frais. Et il y avait des rats. Dis au revoir à l'hygiène personnelle. Et au cas où tu te demandais comment c'est possible qu'il y ait des rats sous le pont, sache que ces rongeurs sont en réalité d'excellents nageurs. D'autre part, les marins étaient en mer à n'importe quelle saison et par n'importe quel temps. C'était donc difficile de rester en bonne santé ou même en forme. En parlant des problèmes de santé, on en vient au problème numéro 4. C'est la nourriture et la faim. Les marins n'avaient pas de mini-frigo perso dans lesquels ils conservaient des condiments en tout genre, contrairement à ce que l'on trouve sur les croisières de luxe de nos jours. Ils devaient donc trouver des moyens de stocker assez de nourriture pour des mois ou des années. Ils n'avaient pas beaucoup de choix au niveau de l'alimentation. Pas de chef étoilé à bord. La viande salée était l'une des options les plus courantes. Elle n'était pas aussi caoutchouteuse que ce que tu crois. Ils mangeaient aussi des biscuits appelés biscuits de mer, drap de fer ou encore château de verre. Et ces surnoms étaient tous justifiés. Il s'agissait essentiellement d'un mélange d'eau et de farine. Le résultat était des biscuits goût carton. Ils ressemblaient à des briques et ils ne pouvaient être mangés que s'ils étaient ramollis avec de l'eau. Si seulement les marins avaient pu les tremper dans leur thé, n'est-ce pas? Parfois, ces biscuits ne se ramollissaient pas et il fallait les écraser à coups de poing pour les casser en petits morceaux et les manger. Du moment qu'ils restaient secs, ils ne périmaient pas. Les marins pouvaient en manger après 1 an de voyage s'il en restait. Mais la plupart du temps, il était impossible de les conserver dans un endroit sec. Et se faisaient coloniser par des insectes qui creusaient des petits trous. Les marins les mangeaient quand même, il fallait bien trouver un apport en protéines quelque part. Tu dois avoir compris qu'il n'y avait aucun fruit et légumes dans le régime des marins. Plusieurs d'entre eux souffraient alors de manque de vitamines. Tu vois ces pirates et ces marins édentés dans les films? Et oui, s'ils sont comme ça, c'est à cause de leur alimentation. Et les biscuits en fer n'aidaient probablement pas. Mais quand les marins finissaient les réserves de nourriture, leur préoccupation principale n'était pas celle d'avoir une alimentation équilibrée. À l'époque, les traversées pouvaient prendre plus de temps que prévu, à cause des conditions météo. Sans vent, les navires n'avançaient pas. Un violent orage pouvait aussi secouer le navire et détruire les réserves de denrées alimentaires. C'est dans ce genre de situation que les marins se retrouvaient sans nourriture. Ils auraient pu jeter un filet à l'eau et pêcher quelques poissons, non? Et non, ils n'auraient jamais mangé de poisson, plutôt mourir de faim. De nombreux capitaines ont mentionné ce fait dans leurs journaux de bord, qui était une sorte de journal intime du capitaine. Le problème, ce n'était pas que les marins ne pouvaient pas pêcher, au contraire, ils pêchaient plein de variétés de poissons avec leurs filets.
mais ils les rejetaient tous à la mer. À l'époque des grandes explorations maritimes, Antonio Pigafetta écrit dans son journal que l'équipage du navire avait pêché d'incroyables quantités de poissons sans en manger un seul. Dans ce même journal, il raconte que 40 marins sont morts. Les marins pensaient que seuls les poissons venimeux étaient dangereux. C'est pourquoi ils ne mangeaient que les poissons qu'ils connaissaient. Mais un thon bien cuit pouvait aussi se révéler toxique, et ils l'ont compris de la pire des façons possibles. Ils avaient tout de même quelques moyens pour contrôler la qualité de ce qu'ils pêchaient. Les marins espagnols, par exemple, plaçaient des pièces en argent sur les poissons, et si elles changeaient de couleur, ils savaient qu'ils n'étaient pas comestibles et les jetaient par-dessus bord. D'autres marins mettaient les poissons sur le pont et les observaient. Si les mouches ou autres insectes ne se posaient pas dessus, ils considéraient que les poissons étaient venimeux. Au contraire, si les insectes s'approchaient, on considérait que le tout était comestible. Le problème d'une alimentation à base de poissons en pleine mer s'est posé dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. Les guérisseurs impériaux de la Chine ancienne savaient que certains marins mouraient parce qu'ils mangeaient du poisson. Mais ils ne pouvaient pas prouver que les poissons étaient toxiques. Le mystère est resté irrésolu jusqu'au 19e siècle. En 1886, un docteur cubain a enfin démontré que certains poissons contenaient du poison dans leurs tissus et dans leurs muscles, même s'ils étaient considérés comme des poissons comestibles. Ce type de poison se trouve dans le plancton. Certains poissons peuvent se nourrir de ce plancton sans aucune conséquence. Ils conservent le poison dans leur corps et au fur et à mesure qu'ils grandissent, la quantité de poison augmente. Cet élément ne peut pas être éliminé, peu importe la cuisson. Si tu crois encore que la vie en mer à l'époque était une vie pleine d'aventures, peut-être que ce 5e point va définitivement te faire changer d'avis. Mettons que tu aies réussi à t'entendre avec tes colocs, à rester propre et en bonne santé, et à manger à ta faim. Il y a toujours le risque de se faire attraper par des pirates. Et ils n'étaient pas du genre à demander les choses gentiment. Si tu voulais éviter d'être transformé en pâté pour requin, il valait mieux hisser le drapeau blanc et s'unir à eux, tout simplement. Ce n'est pas la carrière à laquelle tu t'attendais, n'est-ce pas? Bonne chance avec les corvées! Bonjour, illustres invités, et bienvenue au Moyen-Âge. Nous sommes honorés de votre présence. Désolé pour ce trajet chaotique. Il n'est pas toujours évident de voyager en charrette. Mais les deux autres options qui s'offraient à vous étaient de monter à cheval ou simplement d'y aller à pied. Et oui, c'est essentiellement ça, la période médiévale. Vous n'êtes pas prêt d'y voir une autoroute. Quoi qu'il en soit, je suis le chambellan sympa et je serai votre guide tout au long de cette visite du château. Oubliez tout ce que vous avez pu apprendre sur les châteaux forts, surtout dans ces films de princesses chantantes, car j'ai préparé pour vous des secrets de châtelains qui vous laisseront pantois. Il est temps de passer à la porte. Après vous, je voudrais commencer notre visite en rectifiant un certain malentendu. Les châteaux sont souvent confondus avec les palais ou les forteresses. Cependant, contrairement à ces deux types de bâtiments, les châteaux ont été construits dans un but précis. Un château médiéval n'était ni plus ni moins que la demeure fortifiée d'un personnage important. En revanche, les palais n'étaient guère fortifiés, et les forteresses, quant à elles, s'apparentaient plus à des baraquements qu'à une vraie résidence. Les châteaux de style européen sont apparus aux environs des 9e et 10e siècles. À cette époque, tu n'aimerais probablement pas trop vivre en Europe, car elle se trouve en plein chaos, faisant suite à la chute de l'Empire romain. Les terres ont été réparties entre seigneurs locaux, princes et nobles en tout genre. Ceux-ci ont dû trouver un moyen de contrôler et de défendre leur territoire et ont donc commencé à ériger des châteaux. Un peu comme ces forts faits de coussins que tu construisais avec tes frères et sœurs pour protéger votre coin du salon quand vous étiez enfant, mais à plus grande échelle. Toutefois, hormis leur fonction première de défense d'un territoire, les châteaux servaient également de centre administratif et de symbole du pouvoir. Les châteaux urbains servaient en fait à diriger la population locale ainsi qu'à contrôler les axes de communications importants. Les premiers châteaux étaient à vrai dire faits de bois. Cependant, ils ne se sont pas révélés très efficaces pour protéger les terres. Tout d'abord, ils consistaient essentiellement en un donjon central. De plus, ils pouvaient facilement être réduits en cendres. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne retrouve même pas de ruines de châteaux en bois aujourd'hui, sans compter qu'ils auraient de toute façon pourri depuis longtemps. Les châteaux de bois ont ensuite été remplacés par des châteaux en pierre, autrement plus robustes.
Mais ils avaient aussi leurs inconvénients. Leur construction était plus onéreuse et prenait bien plus de temps. Pour un seigneur qui nageait dans l'or et l'argent, fort bien. Mais là encore, il lui fallait attendre une dizaine d'années avant que son château ne soit achevé, puisqu'il fallait extraire les pierres et les acheminer sur place. N'oublie pas qu'il n'y avait pas de pelleteuse, de grue ou de bulldozer pour lui faciliter la tâche. Comme tu peux l'imaginer, les premiers châteaux de pierre étaient froids, lugubres, humides et malodorants. Pour se débarrasser au moins de l'odeur, on recouvrait les murs et le sol d'herbes aromatiques. Contrairement à ce que les représentations de châteaux dans la culture populaire ont pu nous laisser croire, les premiers n'étaient pas bien grands. Nombre d'entre eux se composaient d'une unique tour de guet et d'une seule pièce, éventuellement deux si le propriétaire cherchait à étaler sa richesse. Lorsqu'il s'agissait de construire un château, son emplacement stratégique était infiniment plus important que sa conception. Ces structures étaient souvent bâties dans des endroits difficiles d'accès, tels que des îlots, des collines ou le bord de mer, afin de bénéficier d'une protection naturelle. Le choix de ces emplacements permettait également aux habitants du château de voir à des kilomètres à la ronde, de repérer les dangers en approche et de s'y préparer. Ainsi, plus le château était isolé et inaccessible, mieux c'était. Mais ceux qui ne disposaient pas de pareilles défenses naturelles étaient entourés de fossés ou de douves afin d'assurer une protection supplémentaire. Dans ce cas, l'accès au château se faisait au moyen d'un pont-levis. Cependant, en plus d'être aussi isolés que possible, les châteaux devaient se trouver à proximité de nombre d'éléments indispensables à la survie, tels que des moulins, des terres agraires et une source d'eau douce. Attardons-nous maintenant sur la porte et l'enceinte extérieure de pierre avant de pénétrer à l'intérieur. On pourrait penser que le donjon central était la partie la plus importante de la structure d'un château, mais c'est bel et bien la porte qui devait être protégée à tout prix, car c'était aussi la partie la plus vulnérable qui permettait d'accéder directement à la cour. C'est pourquoi elle devait être aussi étroite que possible, afin d'empêcher tout visiteur indésirable d'entrer. Ainsi, les portes démesurées que l'on voit dans les films fantastiques sont en fait irréalistes et bien peu pratiques. Car en réalité, elle rendait le château beaucoup plus difficile à défendre. En ce qui concerne les tours que tu vois de chaque côté de la muraille du château, leur conception n'a cessé d'être améliorée au fil du temps. En effet, les premiers châteaux étaient flanqués de tours carrées. Pour autant, il était assez facile de les détruire. Il suffisait de creuser des tunnels sous les coins pour qu'elles s'effondrent. C'est pourquoi les bâtisseurs de châteaux sont passés à des tours rondes. Il est maintenant temps pour nous de pénétrer dans le fort, qui est le bâtiment central du château. C'est là que vivaient les plus hauts dignitaires, comme les seigneurs et gentes dames, ainsi que leurs invités, les ambassadeurs et souvent même leurs serviteurs. Le seigneur et la dame dormaient dans leur chambre, s'ils faisaient partie de ces nobles fortunés qui avaient plus d'une pièce dans leur château. Les autres, en revanche, dormaient dans la grande salle, qui servait également de salle à manger. Ce qui est amusant, c'est que les châteaux n'avaient pas si souvent de donjons, du moins pas tels qu'on se les imagine. Le mot donjon est en fait dérivé du bas latin dominio, qui signifie la tour maîtresse, celle qui domine. Concrètement, en fait de prison, le donjon était le dernier endroit où les habitants du château pouvaient se réfugier, au cas où les défenses extérieures céderaient face à une menace. Je parie que ton regard s'est arrêté sur ces escaliers en colimaçon, n'est-ce pas ? Ils ont été construits de cette façon à but défensif. La direction des escaliers dans le sens des aiguilles d'une montre était censée rendre plus difficile pour un envahisseur en train de les gravir de dégainer son épée puisqu'elle se trouvait le long de la courbe intérieure du mur. Tout cela en tenant compte du fait que la plupart des fantassins étaient droitiers, bien entendu. A contrario, toute personne descendant les escaliers aurait un avantage, car sa main directrice serait orientée vers le mur extérieur et elle aurait ainsi bien plus d'espace pour manœuvrer. Monter dans le sens des aiguilles d'une montre signifiait également que l'envahisseur exposerait une plus grande partie de son corps en se battant, ce qui permettait aux défenseurs de parer plus facilement ses coups. En outre, les escaliers étaient délibérément conçus avec des marches inégales, certaines plus hautes que d'autres. Cela permettait aux gens qui connaissaient bien le château de se déplacer rapidement et aux assaillants de trébucher et de tomber. En cas de force majeure, les châteaux disposaient également d'entrées et de sorties secrètes. La principale porte cachée s'appelait la poterne et se trouvait traditionnellement à la base des murs du château. Elle était souvent petite, facile à défendre et renforcée au moyen de grilles en fer forgé. Elle était cruciale pour permettre aux gens du château de s'échapper ou de faire passer en douce des vivres et du matériel pendant les sièges. Peut-être auras-tu besoin de visiter les petits coins avant la fin de notre visite.
Mais nous sommes au regret de t'informer qu'il n'y a pas de toilettes ici. Ce qui s'apparente le plus à des toilettes dans un château, c'est une pièce avec un trou donnant sur les douves qui entourent la muraille. Ces pièces étaient ce que l'on appelait autrefois des garde-robes, et comme tu peux l'imaginer, elles sentaient très mauvais. On raconte que les gens s'en servaient également comme penderie, dans l'idée que l'odeur éloignait les insectes et les empêchait de s'attaquer aux vêtements. Je te suggère donc plutôt d'attendre d'être de retour dans ton confort moderne pour t'occuper de ta commission. Bon courage à vous, damoiselles et damoiseaux. Dans l'Égypte ancienne, les gens portaient de lourds bracelets de la taille d'un beignet, des boucles d'oreilles géantes et des colliers sertis de perles et de pierres. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils trouvaient la force de supporter le poids de tous ces bijoux. Ils ont aussi inventé les perruques. Certains anciens Égyptiens n'avaient probablement pas envie de se coiffer tous les matins. Il suffisait donc de se raser la tête, d'enfiler une perruque et d'arriver au travail à l'heure. Certaines perruques contenaient d'ailleurs aussi des bijoux. La plupart des vêtements égyptiens étaient en lin, ce qui n'est pas surprenant vu les températures qui règnent là-bas. Mais même s'ils portaient des vêtements assez simples, leurs bijoux devaient être voyants. Riche ou non, un grand collier était indispensable. S'ils voulaient faire tourner les têtes, ils devaient être en or, mais les métaux moins coûteux étaient aussi populaires. Regarde de plus près ces peintures égyptiennes. Tu vois ces cônes aux formes étranges qui sortent de la tête des personnages ? Ce cône était fait d'un mélange de cire et d'huile. Et il était censé fondre sous l'effet de la chaleur du corps, afin de répandre des huiles odorantes partout. Cléopâtre avait un maquillage caractéristique au niveau des yeux, et les Égyptiens ont probablement été les premiers à inventer le mascara. Ils mélangeaient du miel, de la suie, de l'eau et de la bouse de crocodile. Ils appliquaient ce mélange directement sur leurs cils et leurs sourcils. Ça ne sentait probablement pas si bon que ça, mais au moins c'était plus sûr que les eyeliners toxiques au plomb que les gens ont ensuite utilisés. Tout était naturel. Les Grecs anciens ont piqué quelques idées de style à leurs voisins égyptiens, mais ils portaient des habits en laine, beaucoup plus chauds. Leurs vêtements n'étaient pas disponibles dans beaucoup de couleurs, ils étaient blancs la plupart du temps. Mais si quelqu'un voulait vraiment porter une tenue colorée, il devait l'atteindre lui-même avec des insectes. Ce n'est pas seulement un truc du passé. Chaque fois que tu manges un bonbon enrobé de sucre, souviens-toi qu'une partie du colorant pourrait provenir de scarabées. C'est la même chose pour ton rouge à lèvres d'ailleurs. Si tu étais un Grec ancien riche, tu pouvais acheter du coton. De là à savoir si tu es aussi élégant qu'un noble grec ancien avec ton t-shirt en coton, c'est une autre histoire. Tu prends probablement pour acquis cette étagère de chaussures que tu ne portes jamais. Mais pour un Grec ancien, les chaussures étaient un privilège. Il marchait la plupart du temps pieds nus. Tout comme les Égyptiens, les Grecs adoraient les perruques. Elles étaient principalement faites de cheveux naturels. Bien plus tard, au Moyen-Âge, les gens poudraient leurs perruques en essayant de leur donner une senteur de lavande ou d'orange. À cette époque, le savon n'existait pas vraiment. Alors, une perruque poudrée était très pratique lorsque les gens avaient besoin de couvrir des odeurs indésirables. Les vêtements de la Rome antique étaient assez semblables à ceux portés en Grèce. Il y avait deux principaux types de vêtements, les toges et les tuniques. Les tuniques étaient portées par tout le monde, tandis que seuls les citoyens nobles pouvaient porter des toges par-dessus leurs tuniques. Les toges étaient extrêmement larges et pouvaient atteindre 5,50 mètres de long. Il était donc impossible de les enfiler sans l'aide de quelqu'un. Si tu n'étais pas le genre de femme qui aime faire la vaisselle, tu aurais aimé porter une robe avec des bliots. Il y a plusieurs siècles, les femmes portaient des vêtements aux manches ridiculement longues pour montrer à quel point elles étaient nobles. Imagine-toi en train de laver le sol avec 15 cm de manches supplémentaires. Même si ces manches limitaient beaucoup les mouvements, elles étaient très tendance dans la France médiévale. Il y a des centaines d'années, beaucoup d'Européens portaient des chaussures que l'on trouverait aujourd'hui ridicules. Ces chaussures avaient une caractéristique unique, des bouts pointus extrêmement longs. Plus la personne était noble, plus les pointes étaient longues. Mais si elles étaient trop longues, elles commençaient à s'affaisser. Alors, les gens les rembourraient avec de la mousse ou même du crin de cheval, ce qui les faisait ressembler à d'énormes becs. À l'époque, les femmes avaient aussi leur mode. Par exemple, elles se rasaient les sourcils. Le front était le trait du visage à la mode à l'époque, et elles voulaient qu'il se démarque. En Angleterre aussi, certaines modes de l'époque sembleraient déroutantes aujourd'hui.
De nos jours, les gens sont capables de dépenser des milliers d'euros pour rendre leur sourire parfait, blanc et brillant. Mais à l'époque de l'Angleterre des Tudors, les femmes noircissaient artificiellement leurs dents pour paraître riches. Le sucre était difficile à trouver et seuls les plus riches pouvaient se le permettre. On croyait donc que plus on était riche, plus on pouvait manger de sucre et plus les dents devenaient noires. Si tu as déjà de fausses dents noires et que tu veux adopter le style Tudor jusqu'au bout, essaye ce look. Au XVIe siècle, les hommes et les femmes remplissaient leurs manches de coton, de laine et de sciure de bois. Il s'agissait en fait de faux muscles, comme ce t-shirt que tu peux aujourd'hui te procurer pour aller sous ton costume de Superman. Plus les manches étaient rembourrées, plus tu avais l'air fort. Certains hommes rembourraient la zone de leur mollet et même leur ventre juste pour avoir l'air plus musclé. Maintenant, ajoute une collerette autour de ton cou, soutenue par un corset en métal pour que tout soit bien serré. Et voilà, tu es un vrai Tudor. Si tu étais né à Venise au XVIe siècle, il te fallait des chopines. Ces chaussures à l'aspect inconfortable ont été créées pour marcher dans la boue, mais la vraie raison pour laquelle elles sont devenues populaires, c'est l'Instagram vénitien d'il y a 500 ans. Les chaussures te faisaient paraître plus grand. Or, plus tu étais grand, plus tu étais important. Les fashionistas de l'époque faisaient peindre des portraits d'elles-mêmes alors qu'elles portaient ces chaussures. Déjà à l'époque, il fallait rendre ses amis jalouses. Le macaroni n'est pas seulement le meilleur ami du fromage. C'est aussi une façon de s'habiller qui signifiait que tu avais une sacrée classe. Si tu veux adopter le style macaroni, voici ce qu'il faut faire. Vivre au milieu du XVIIIe siècle, avoir une perruque d'une taille extrêmement exagérée, avec un tout petit chapeau et une plume sur le dessus, porter des bas de couleur vive, de préférence à rayures, porter un pantalon le plus serré possible. Idéalement, il devait ressembler à un legging. Mais souviens-toi qu'il n'y avait pas de lycra à l'époque. Complète le tout avec une canne de marche. Et maintenant, prépare-toi à ce qu'on se moque de toi pendant les prochaines décennies, voire les prochains siècles. Au XIXe siècle, les choses ne sont pas devenues moins excentriques. Les robes à volants excessivement larges étaient à la mode, mais malheureusement, elles prenaient feu souvent. Des tests ont révélé que ce type de robe pouvait être réduit en cendres en moins d'une minute. Les chaussettes étaient fabriquées avec de l'aniline, une matière qui pouvait être très nocive. Les chapeaux étaient faits de fourrure et les chapeliers utilisaient du mercure pour coller la fourrure ensemble afin de fabriquer du feutre. Les personnes qui les portaient inhalaient donc des gaz toxiques en permanence. Un autre ingrédient toxique largement utilisé était l'arsenic. Dans l'Angleterre victorienne, les vêtements verts étaient obtenus par de longs traitements chimiques avec de grandes quantités de teintures toxiques. Mais au moins, les robes vertes étaient extrêmement chères, donc seuls les riches y étaient exposés. Pour compléter le look, les stylistes recommandaient de se teindre les cheveux en châtain, la couleur la plus en vogue à l'époque. L'acide sulfurique fonctionnait le mieux et pouvait rendre plus clairs même les cheveux les plus noirs. Donc, pour résumer, les gens se mettaient délibérément des toxines et du poison partout sur eux. Les femmes victoriennes portaient des robes qui les empêchaient quasiment de s'asseoir ou de marcher. Elles portaient de lourdes crinolines, en gros une cage qui faisait paraître leur robe plus grande, et des corsets en métal avec un rembourrage en crin de cheval. Les hommes de l'époque victorienne n'étaient pas beaucoup mieux lotis. Ils épinglaient des cols amidonnés et indéformables à leurs chemises, et les choses pouvaient devenir assez sérieuses s'ils s'endormaient accidentellement en les portant. Nous sommes maintenant au XIXe siècle aux États-Unis et ils utilisent aussi de l'arsenic dans leurs cosmétiques. Les fabricants promettaient que leurs produits aideraient à se débarrasser de toutes les imperfections du visage. La quantité d'arsenic qu'ils ajoutaient aidait effectivement à éclaircir la peau et à la rendre plus pâle. Mais les fruits et les légumes auraient fait le même travail sans être aussi nocifs. La crème radioactive ne semblait pas absurde au début du XXe siècle. Ce produit riche en radium était censé effacer toutes les rides et te faire paraître au moins 20 ans plus jeune. Mais la pire tendance de mode du début du XXe siècle était sans doute la jupe clopinante. Elle était conçue pour que tes jambes soient presque attachées ensemble. On pensait que cela les rendait plus fines. Et c'était aussi un excellent moyen de réduire les coûts en utilisant moins de tissu. Eh bien, que ne ferait-on pas pour être beau ? Le problème avec l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, ce n'est pas vraiment l'astéroïde en soi, mais plutôt le lieu de l'impact. Ce caillou de l'espace a vraiment choisi le mauvais endroit pour percuter la Terre. L'angle de l'impact était aussi mal choisi. S'il s'était écrasé à la verticale, il y aurait eu moins de dégâts. Mais l'impact avec un tel angle a soulevé d'énormes quantités de poussière dans les airs.
Après le désastre, des tonnes de suie ont pris feu. Il y a 65 millions d'années, seulement 13% de la surface de la Terre contenait assez de soufre et de pétrole pour former de grandes quantités de suie. Si l'astéroïde était tombé sur les 87% restants du territoire terrestre, les dinosaures existeraient probablement encore aujourd'hui. Mais il a impacté le pire endroit possible et soulevé 1 million de tonnes de matière inflammable dans l'air. Un nuage de particules incandescentes a empli le ciel et s'est déplacé au-dessus de la surface terrestre. Puis ces particules se sont posées au sol et ont déclenché de très nombreux incendies. En brûlant, les arbres ont libéré encore plus de suie. Mais l'astéroïde n'a pas seulement impacté une surface rocheuse, il est tombé sur la côte dans un lieu où le fond marin était riche en sulfate. Un incendie s'est déclenché suite à l'impact, ce qui a libéré de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. L'air est devenu toxique. Les dinosaures n'avaient aucune chance. Imaginons maintenant que l'astéroïde se soit écrasé à un autre endroit, au milieu de l'océan par exemple. Des vagues géantes auraient inondé une partie de la surface terrestre, mais la plupart des dinosaures auraient survécu. Encore mieux, l'astéroïde aurait pu s'écraser quelque part dans le désert en créant un cratère géant. Et c'est tout. Les quelques dinosaures qui passaient par là n'auraient bien évidemment pas survécu, mais la situation n'aurait pas été si catastrophique. Bon, mettons que les lézards géants soient toujours les animaux dominants sur notre planète. Ils empêchent les autres animaux de se développer, puisque les tyrannosaures et autres reptiles féroces chassent les mammouths et autres créatures. La population de mammifères décline. Les vélociraptors se battent contre les tigres à dents de sabre et les ours pour leur territoire. C'est une bataille pour la survie qui commence entre les dinosaures et les autres animaux. Puis arrive l'âge de glace. Certains reptiles ne survivent pas. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les premiers ancêtres des humains. Difficile de cohabiter avec les dinosaures. Ils attaquent les campements et les grottes. Les ancêtres des humains doivent construire des murs pour se protéger. Au passage, le tyrannosaure n'est pas si dangereux que ça pour l'être humain, contrairement à ce que tu crois. De récentes recherches ont montré que beaucoup de proies réussiraient à fuir devant ce prédateur. Oui, dans les films, il rattrape des voitures sans aucun problème. Mais dans la réalité, il ne ferait pas si peur. Les paléontologues et les biologistes ont analysé les os du tyrannosaure et ont découvert qu'il ne pouvait pas courir bien vite. Le maximum de sa vitesse correspond à la moitié de celle d'un athlète. Des milliers d'années passent et les gens ont appris à vivre avec les dinosaures. Ils ont même réussi à apprivoiser certains gros lézards. Ils ont domestiqué les dinosaures herbivores pour développer l'agriculture. Les tricératops et les taureaux labourent les champs ensemble. Imagine des fermes pleines de diplodocus et de brachiosaures. Les gens grimpent sur leurs longs coups et cueillent les fruits des branches les plus hautes. Les stégosaures protègent les troupeaux des loups et des vélociraptors. Les dinosaures à carapace, comme les ankylosaures, aident les humains à traverser les déserts. Ils portent de lourdes charges, comme les chameaux et les ânes. Les humains partagent la planète avec ces grands lézards et vivent en harmonie. La situation est bien différente dans les océans et les mers. Les reptiles aquatiques attaquent les navires faits de bois et attrapent tout le poisson. Imagine que tu sois en train de naviguer vers un autre continent dans un navire plein de céréales, de tissus, de fourrures et d'autres biens. Tout à coup, un mosasaure géant apparaît à l'horizon. C'est l'un des dinosaures aquatiques les plus puissants. À côté, un requin blanc ressemble à une sardine. Cette créature pourrait facilement battre un mégalodon. Tu le croises donc en pleine mer. Il mord la coque du navire et le tire sous l'eau. Les dinosaures aquatiques sont le principal obstacle à la communication entre les continents. Par conséquent, le progrès est ralenti de quelques centaines d'années. Les humains commencent à construire des navires en métal et parviennent à créer des liaisons maritimes. Un problème similaire se présente avec les premiers avions. Imagine que tu sois à bord d'un Boeing. Tu regardes par le hublot et tu vois un ptérodactyle. Ah non, c'est impossible! Ces lézards ailés ne sont pas assez rapides. Mais ils peuvent rattraper les hélicoptères ou les vieux biplans. C'est une vraie menace pour les avions. Les gens décident donc d'installer des systèmes de protection sonore à bord. Les ptérodactyles entendent un ultrason de loin et s'enfuient. Les gens équipent les sous-marins et les navires avec ce même système à ultrasons. Les humains ont compris comment se défendre. Mais un autre problème se présente. Ces lézards sont les rois de la faune et ils pourchassent toutes les autres espèces animales. Les dinosaures traversent la savane africaine et des lézards à fourrure vivent dans les forêts en hiver.
Les lions, les loups et les ours ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les rhinocéros se battent contre les Parasaurolophus. Les stégosaures attaquent les hippopotames et envahissent leur territoire. Les jungles sont peuplées de dinosaures venimeux qui peuvent grimper aux arbres et chasser les singes. Imagine un singe reptilien qui saute d'un arbre à l'autre. Pour sauver les animaux normaux de l'extinction, les humains doivent tenir sous contrôle les populations de reptiles prédateurs. Ils créent alors des réserves et des parcs naturels partout dans le monde pour accueillir ces reptiles et les séparer des autres animaux. Les dinosaures sont désormais sous contrôle. Les grands reptiles ne représentent plus un danger et les humains commencent à élever des petits dinosaures inoffensifs. Certains veulent des caméléons chez eux, d'autres préfèrent les Microceratus. Des expositions de dinosaures sont organisées. Les gens promènent leurs dinosaures comme si c'était des chiens. Les gens font des selfies avec leurs reptiles. Ils vont faire du shopping et se rendent au café. Les dinosaures sont devenus la norme. Ils sont presque mignons. Les humains vont à cheval, à dos de chameau, mais aussi à dos de Parasaurolophus et de Pachycéphalosaures. Ils ont aussi essayé d'apprivoiser les vélociraptors, mais n'ont pas réussi. Ce sont des reptiles dangereux et ils ne sont pas capables d'obéir. Il est aussi difficile d'apprivoiser un vélociraptor qu'un alligator. Malgré tout, les chiens et les chats sont encore plus populaires car ils sont plus intelligents. Le cerveau d'un dinosaure fait presque la taille du cerveau d'une poule. Mais qui sait, s'ils avaient survécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient peut-être évolué et seraient devenus plus intelligents. Ça aurait été un vrai problème pour les humains. Certains chercheurs pensent que les dinosaures n'auraient quand même pas survécu, même sans météorite. Ils devaient supporter leur poids colossal. C'était beaucoup trop lourd pour leurs os et leurs articulations. Ils n'auraient pas survécu à l'âge de glace avec ces caractéristiques. Mais les plus petits lézards auraient peut-être survécu. Les dinosaures rapides et agiles comme les vélociraptors et les pachycéphalosaures auraient survécu. Mais sous quelle forme ? Est-ce que les dinosaures ont évolué en quelque chose que l'on connaît déjà ? Prenons de bonnes vieilles poules par exemple. De nombreux chercheurs pensent qu'elles descendent directement du formidable tyrannosaure. Cet oiseau a des gènes en commun avec le dinosaure. Ouais, difficile à croire. Mais observe le corps et la démarche d'une poule. Enlève-lui ses plumes, recouvre-la d'écailles et mets-lui une mâchoire dentée au lieu d'un bec. Voilà un mini T-Rex. Il n'y a pas que les poules qui descendent des dinosaures. Beaucoup d'oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est étonnant, mais les alligators, les serpents, les crocodiles et les varans ne sont pas aussi proches de leurs ancêtres dinosaures que les pélicans, les cigognes et autres créatures volantes. Après des millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures se sont transformées en ailes et les mâchoires allongées se sont transformées en bec. La génétique des oiseaux permet de comprendre les dinosaures. Les pélicans ressemblent à des ptérodactyles et les autruches à des vélociraptors. Il existe probablement d'autres animaux qui ont des gènes en commun avec nos gros lézards. Si cette météorite ne s'était pas écrasée sur Terre, tous les dinosaures auraient évolué en créatures complètement différentes et inattendues. Les chercheurs veulent étudier attentivement l'ADN des oiseaux et essayer de remonter l'évolution grâce à l'ingénierie génétique. Ils espèrent pouvoir faire naître des dinosaures un jour. Pour ce faire, ils doivent trouver un génome spécifique qui est resté inchangé pendant des dizaines de millions d'années. Ce génome se cache dans l'ADN et il n'est pas si facile de le trouver et de l'extraire. Tu crois qu'en 2050, on verra naître des dinosaures ? Voici une devinette. Quelle ville américaine est tellement populaire qu'il faut répéter son nom 2 fois ? Tu l'as deviné, New York, New York. Mais le problème est que, quelle part de New York connaissons-nous vraiment ? Je parle de la ville qui se trouve sous la ville. Tu oserais me rejoindre pour une visite souterraine de la Grosse Pomme ? Alors, prends une lampe de poche, il va faire nuit. Nous commencerons au cœur de Manhattan, devant le bâtiment de style roman de l'Hôtel de Ville. Crois-le ou non, sous nos pieds se trouve la plus ancienne station de métro de New York, connue sous le nom de station Old City Hall. Elle a ouvert le 27 octobre 1904. Ce fut une véritable nuit de fête pour les New-Yorkais. Les gens étaient si heureux que certains ont passé toute la nuit à faire l'aller-retour dans les trains. Avant cela, les citadins se déplaçaient dans des calèches tirées par des chevaux. Pas étonnant que le métro ait connu un tel succès. Tu auras peut-être l'impression de voyager dans le temps en pénétrant dans la station de l'ancien hôtel de ville. L'architecture est impressionnante et unique en son genre. On ne fabrique plus de stations de métro comme celle-ci.
Fait amusant, la station Old City Hall coûterait 6,2 millions de dollars si elle était construite aujourd'hui. À l'époque, des dizaines de lustres en cuivre y étaient suspendus. C'était l'un des rares endroits de la ville où l'électricité fonctionnait. Et oh, sans parler des arcs en carreaux multicolores flambant neufs et des plafonds en vitraux que tu peux encore voir aujourd'hui. Impressionnant, non ? Si tu décides de te promener le long des voies, tu risques de te faire surprendre. Le métro de New York est aussi fascinant que la ville en surface. Mais une autre chose que nous oublions généralement, ce sont les coulisses qui permettent à la grosse pomme de fonctionner. Ici, tu verras peut-être un ou deux des tubes de courrier pneumatique de New York. Ces tubes ont été construits au 19e siècle et ont fonctionné jusque dans les années 1950. Ils étaient chargés de distribuer le courrier des gens dans les différents bureaux de poste. Les lettres volaient à une vitesse incroyable de 56 km/h. C'est presque aussi rapide qu'un coureur professionnel. Ce système semble bien utile, mais je dois dire que cela fait bizarre d'imaginer la correspondance des gens voler à 5 mètres sous terre. De retour au niveau de la rue, nous nous promènerons sur les luxueuses Lexington et Park Avenue. Si tu lèves les yeux, tu verras le célèbre hôtel 5 étoiles Waldorf Astoria. De nombreuses célébrités y ont séjourné, dont John Lennon et Yoko Ono, ainsi que des présidents comme Franklin Delano Roosevelt. C'est pourquoi l'hôtel utilisait une infrastructure secrète pour faire entrer et sortir les gens discrètement. Sous le bâtiment, un tunnel connu sous le nom de voie 61 reliait le Waldorf Astoria à Grand Central Station. La voie a été désactivée à la fin des années 70, mais certains disent qu'Andy Warhol y a organisé une fête dans les années 80. Je parie que cela a été quelque chose de fou. Pour la suite de notre visite, nous devrons prendre le métro vers le haut de la ville. Nous descendrons à la hauteur de la 125e rue et nous nous retrouverons sur le magnifique front de mer de Riverside Park. Ici, tu trouveras les rails abandonnés d'une ancienne ligne de métro. Si tu suis les rails, tu arriveras à une galerie de graffiti souterraine, le Freedom Tunnel. Ce tunnel doit son nom à un graffeur des années 80 connu sous le nom de Freedom. En explorant ces tunnels, nous verrons plus de 40 graffitis qu'il a peints pendant 15 ans. Il y a des peintures à la bombe de James Dean, de Mona Lisa et même un autoportrait de Freedom lui-même. Passons à autre chose. Promenons-nous un peu dans la partie nord de NYC. En marchant dans le parc Van Cortlandt, tu auras l'impression de faire une randonnée dans le nord de l'État. Mais crois-moi, tu es toujours en ville. Sur le chemin, tu verras de grandes tours de ventilation en pierre. Ces tours faisaient autrefois partie d'une ancienne infrastructure new-yorkaise. Elles constituent les vestiges de ce qui était autrefois l'aqueduc de Croton. Dans les années 1800, l'approvisionnement en eau de la ville passait par un tunnel souterrain de 66 km de long, depuis la rivière Croton dans le nord de l'État de New York jusqu'à Bryant Park dans le centre de Manhattan. Oh oui, et je devrais probablement te dire que Bryant Park n'était pas un parc. À la place, il accueillait une structure colossale en pierre qui ressemblait à quelque chose que les anciens Égyptiens auraient pu construire. Cette structure de 2 hectares servait de réservoir d'eau pour la ville. Elle était même surmontée d'un sentier pour que les gens puissent se promener l'après-midi tout en regardant l'eau cristalline du réservoir. Maintenant, toute cette exploration t'a peut-être donné faim. Mais ne t'inquiète pas, notre prochain arrêt comprend une délicieuse récompense. Nous allons devoir quitter Manhattan pour aller à Brooklyn. Au cas où tu ne le saurais pas, la ville de New York est composée de 5 arrondissements: Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island et Brooklyn. Crown Heights, voilà notre arrêt. Me croirais-tu si je te disais que sous ces rues se trouvent des grottes remplies de fromages affinés ? C'est très parisien comme idée. Pour y accéder, tu devras te frayer un chemin à travers un bâtiment centenaire qui sert à présent de bureau. Salue tous ces gens qui travaillent dur et disparaît dans l'un des escaliers qui t'emmèneront 9 mètres sous terre. Tu n'auras pas besoin de lampe de poche pour cette visite. Les grottes sont éclairées et restaurées et peuvent contenir jusqu'à 10 000 kilos de fromage. Mais bon, ça risque de puer. C'est la principale raison pour laquelle les fromagers ont décidé d'utiliser des tunnels souterrains pour faire vieillir le fromage. Après 1 ou 2 bouchées de ce délicieux fromage, continuons. Pendant que tu es à Brooklyn, tu verras peut-être des tas de gens profiter d'une journée ensoleillée dans la piscine du parc McCarran. Cette piscine est une énorme attraction, puisqu'elle fait 3 fois la taille d'une piscine olympique. En tant que nouvel explorateur de NYC, tu pourrais même aller te baigner. Mais il y a une partie bien plus intéressante dans cette attraction. La piscine a été construite au début des années 1900, mais elle a été fermée dans les années 50. À cette époque, des explorateurs urbains ont découvert un réseau de tunnels souterrains juste en dessous de la piscine.
Et bien sûr, tu peux trouver une entrée secrète et jeter un coup d'œil par toi-même. Tu y verras non seulement le système de filtration et de chauffage de la piscine, mais aussi de nombreux graffitis datant de l'époque où le site était abandonné. Super! Cette question peut paraître bizarre, mais as-tu déjà vu une vache à New York? Moi en tout cas, non. Eh bien, il y a peut-être une raison à cela. Apparemment, New York possède encore des tunnels souterrains qui ont été construits pour le transport du bétail. Lorsque New York a commencé à être envahi par les automobiles, les vaches sont devenues un fardeau pour le trafic, jusqu'à ce qu'un passage à vaches de 61 mètres de long soit construit sous la 12e rue pour transporter le bétail qui venait du New Jersey. De nos jours, tu ne pourras pas visiter cet endroit en personne, car le tunnel a très probablement été détruit. Mais les historiens ont trouvé des plans qui prouvent son existence. Pour ajouter à la liste, les archéologues ont découvert un fossile très particulier il y a quelque temps. Maintenant, imaginons que tu enlèves les couches du sol de la ville. D'abord, à 40 cm, tu trouverais une couche de fil électrique. Je parle de câbles de télévision, d'électricité et tout ça. En creusant plus profondément, à 1 mètre, tu verrais des tuyaux d'eau et d'égouts. Mais ensuite, à 5 mètres sous la surface de New York, des chercheurs ont trouvé une épave fossilisée. L'épave est située juste sous Broad Street, où il y avait autrefois des eaux peu profondes. Ils pensent que l'épave date des années 1600. Elle mesure 9 mètres de long et 8 mètres de large. Oh, et ce n'est pas tout. À l'intersection de Bowery et Canal Street, les ingénieurs sont tombés sur une pièce dont les murs et le plafond étaient couverts de miroirs. Et personne n'a encore réussi à expliquer l'existence de cet endroit bizarre. Notre visite des souterrains de la Grosse Pomme touche à sa fin. Mais nous avons fait plus qu'effleurer le sujet. Avant de terminer, profitons du meilleur de la cuisine de NYC. Un bon vieux bagel. Qui sait, peut-être que la prochaine fois, nous irons à Paris ou même à Londres. À bientôt, explorateurs! Tes pieds abritent environ 7000 terminaisons nerveuses. Ils doivent être terriblement sensibles pour te permettre de rester en équilibre et ne pas tomber à la renverse. Tous ces nerfs envoient constamment des informations à ton cerveau. Celui-ci utilise plus d'énergie pour les traiter que les données de l'ensemble de ton torse. Ainsi, lorsque quelque chose se produit pour tes pieds, comme une pression supplémentaire, un changement de température, ou le fait de marcher sur un objet pointu comme des Lego, cela te fait vraiment très mal. Les briques Lego sont fabriquées à partir de 3 composants en plastique polymère. Cela les rend super résistants et solides. Il faudrait un gros cheval ou un piano pour comprimer un Lego. Lorsque tu marches dessus, avec tout ton poids concentré en un seul point sur une surface solide, toute sa super force se retourne contre toi. Elle pénètre directement dans l'énorme paquet de nerfs, ce qui aggrave encore plus la situation. Les choses sont légèrement plus agréables sur un tapis moelleux, mais cela n'annule pas pour autant le problème. Lego s'est senti si coupable de cette douleur qu'il a même créé des pantoufles anti-Lego. Les pantoufles avec un dos ouvert s'adaptent aux pieds droit et gauche. Les semelles sont tellement rembourrées que tu pourrais marcher sur une énorme brique sans rien sentir. Ces pantoufles étaient une édition limitée de 1500 unités. La société a choisi des fans au hasard pour leur faire cadeau de ces pantoufles. Quand tu te cognes l'orteil, cela fait très mal parce que tu exposes sa petite surface à la force d'un coup de poing de karaté. Il est rempli de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées par un gros rembourrage. Le signal de douleur est envoyé instantanément au cerveau. Bien avant l'invention des antibiotiques, ce genre de douleur fulgurante permettait de sauver des gens. Ils faisaient plus attention où ils mettaient les pieds pour éviter toute cette douleur. Cela leur évitait bien des ennuis. Les chercheurs ne savent toujours pas exactement pourquoi certaines personnes sont plus chatouilleuses que d'autres. Certains pensent que cela pourrait être génétique ou lié à la sensibilité de la peau. C'est normalement aux endroits les plus vulnérables, comme l'abdomen ou la gorge, que l'on est le plus chatouilleux. Il pourrait s'agir d'un réflexe naturel pour repousser les intrus. La plupart des gens deviennent moins chatouilleux en vieillissant, et lorsqu'ils sont tristes ou en colère. Si tu vois quelqu'un bâiller, tu lui réponds en bâillant, pour les mêmes raisons que tu imites les mots et les gestes des autres. C'est un réflexe primitif irrépressible des personnes et de certains animaux, comme les chimpanzés et les chiens. Des recherches ont montré que la contagion des bâillements est également un signe d'empathie et d'attachement. Plus tu essaies de t'empêcher de bâiller, plus tu auras envie de bâiller. Tu te sens bien après avoir éternué parce que cela libère une grande partie des tensions de ton corps. Lorsque tu éternues, ton corps libère de l'endorphine, une substance chimique qui te procure une sensation de bien-être. Beaucoup de choses comme s'épiler les sourcils, faire de l'exercice ou s'exposer au soleil peuvent te faire éternuer.
Mais tu ne peux pas le faire en dormant, car tes nerfs d'éternuement dorment eux aussi. Éternuer est important pour ton corps, car cela permet de dégager le nez des bactéries et des substances irritantes et de maintenir l'équilibre du niveau de mucus. Parfois, un seul éternuement ne suffit pas à faire tout cela. Ou alors il serait trop puissant pour que tu puisses le supporter. C'est pourquoi tu éternues parfois plusieurs fois, l'une après l'autre, pour t'assurer que tout a bien fonctionné. Ta chair de poule est un héritage de tes ancêtres animaux. Leurs poils se dressent lorsqu'ils ont froid ou peur. Au fur et à mesure que les poils se dressent, ils deviennent plus épais et les tiennent au chaud ou les font paraître plus grands. Toi, tu as beaucoup moins de poils que les animaux, donc cette fonction ne te sert pas vraiment. Pourtant, tu as la chair de poule dans les mêmes situations qu'eux et lorsque tu as certaines émotions. Les minuscules muscles situés sous la peau se contractent, ce qui fait que les poils se dressent et que les zones autour d'eux les font ressortir. Tu te sens super fatigué après une longue exposition au soleil, car celui-ci te fait perdre de l'eau plus rapidement et ta température corporelle augmente. Ton corps et ton cœur doivent travailler davantage pour maintenir une température normale et acheminer tous les fluides vitaux vers tes organes. Rester au soleil fait également baisser le taux d'hormones du sommeil. Lorsque tu vas dans un endroit plus sombre, tout cela remonte. Si tu veux rester actif plus longtemps après une journée à la plage, garde les lumières allumées à l'intérieur. Les câlins, les accolades et les poignées de main te rendent plus heureux, car ils libèrent les hormones du bien-être. Ils améliorent ton humeur, réduisent le stress et renforcent ton système immunitaire. Le simple fait de voir des images d'autres personnes qui se font des câlins peut même te procurer cet effet. Ta peau se ride après 5 minutes dans l'eau grâce à l'évolution. Il y a très longtemps, tes ancêtres avaient besoin d'un moyen de s'agripper aussi bien dans des conditions sèches qu'humides. Leur peau s'est donc adaptée pour ressembler au système de drainage d'une petite rivière. Les petits ruisseaux sur ta peau se joignent à de plus grands canaux qui se jettent dans une rivière centrale, évacuant ainsi l'eau de tes doigts et de tes orteils après un long contact avec l'eau. C'est ton instinct qui te fait étirer tes bras au-dessus de ta tête dès le matin pour réveiller tes muscles. Ils perdent du tonus pendant la nuit et du liquide se déplace le long de ton dos. Alors lorsque tu t'étires, le liquide retourne gentiment à sa place. Cela aide également ton cœur à retrouver son mode de fonctionnement normal, après une nuit de pompage à vitesse réduite. Les chats et les chiens le font aussi pour les mêmes raisons. Tu t'endors plus vite dans une pièce froide car elle signale à ton corps qu'il est temps de dormir. Il doit perdre un peu de chaleur lorsque tu te couches pour économiser l'énergie nécessaire au maintien de ta température pendant la nuit. L'air plus frais t'aide également à dormir toute la nuit sans te réveiller et stimule ton métabolisme. Il t'arrive parfois d'avoir la tête qui tourne lorsque tu te lèves après avoir été couché ou assis, en raison d'une chute soudaine de la pression sanguine. Cette chute perturbe les fonctions cérébrales pendant un bref instant. Elle peut provoquer des étoiles, des lumières clignotantes, des bandes de lumière, des étincelles ou des cercles multicolores. Tu peux aussi les voir après t'être frotté les yeux ou avoir éternué. Lorsque tu parles, tu entends à la fois le son qui vient de l'extérieur et celui qui est produit par tes propres cordes vocales. L'acoustique de ton crâne abaisse la voix et ajoute quelques notes graves. Lorsque tu entends ta voix dans un enregistrement, elle te semble plus aiguë et différente, car tu perds ses précieuses basses fréquences. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas le son de leur propre voix. Elle ne ressemble en rien à ce que l'on s'imagine. Tu aimes rarement tes propres photos à cause du simple effet d'exposition. On dit que plus tu vois quelque chose, plus il te plaît. Quand tu te regardes dans le miroir, l'image est inversée. Tu n'es pas habitué à ton image réelle et c'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Tu peux devenir de mauvais poils à cause de la faim, parce que ton taux de glucose chute. Ce glucose provient des glucides, des protéines et des graisses contenues dans ton alimentation. Après un certain temps, ton cerveau envoie un signal de SOS. Il ne peut pas fonctionner correctement sans glucose. Une raison supplémentaire à ta colère est que les mêmes gènes provoquent à la fois la faim et la colère. Ils doivent être en équilibre pour que tu te sentes rassasié et heureux. Ton nerf ulnaire est un nerf qui va de ton cou jusqu'à ta main. Il est bien protégé tout le long du trajet, sauf au niveau du coude. Il est uniquement recouvert de peau et de graisse à cet endroit. C'est pourquoi quand tu te tapes le coude, cela fait si mal. Le nerf est touché et la douleur se propage dans l'avant-bras et la main jusque dans les doigts. Ouille! La joie que l'on ressent à l'idée de faire éclater le papier bulle trouve aussi ses racines dans l'évolution humaine. Il y a très longtemps, les gens passaient le plus clair de leur temps à fuir les prédateurs. Aujourd'hui, ils passent surtout leur temps tranquillement assis. Une grande tension musculaire s'accumule parce que l'on ne bouge pratiquement pas.
Faire éclater du papier bulle est l'une des façons de relâcher cette tension. Cela réduit le niveau de stress et libère des substances chimiques qui provoquent un sentiment de bien-être. Comme d'autres types de mouvements, cela augmente également la capacité d'attention et aide à mieux se souvenir de ce que l'on a appris. Ton oreille est particulièrement sensible aux sons aigus. Elle est construite de telle manière qu'il te semble encore plus fort. C'est pourquoi personne n'aime le bruit de la craie sur un tableau. Le malaise est encore plus grand quand tu sais que c'est le son de la craie. Si on te disait que c'est de la musique contemporaine, cela te paraîtrait plus supportable. C'est aussi une question d'habitude. Tes jambes et tes pieds s'engourdissent ou s'endorment après les avoir croisés. T'être agenouillé, t'être assis sur les talons, ou avoir mis un pantalon, des chaussettes ou des chaussures trop serrées. C'est normal, et cela se produit parce que tu exerces une pression trop forte sur les nerfs et que tu limites la circulation sanguine. Se lever et bouger les jambes est le remède le plus simple. Tu as souvent une voix rauque le matin quand tu n'as pas assez dormi. C'est parce que tes cordes vocales ne sont pas suffisamment reposées et sont légèrement gonflées. Cela se produit également lorsque tu dors dans une pièce où l'air est sec. Lorsque tu manges juste avant de te coucher, ton corps digère les aliments dans ton sommeil. L'acide gastrique peut arriver là où il ne devrait pas et perturber aussi les cordes vocales. Tu l'attendais depuis si longtemps et il est enfin là. Il semble être assez proche de chez toi, alors tu prends rapidement tes clés, te précipites vers ta voiture et t'engages sur l'autoroute. Un arc-en-ciel lumineux dans le ciel. Tu ne veux pas rater ta chance de trouver son extrémité et d'obtenir ton or bien mérité. Tu conduis aussi vite que possible et l'arc-en-ciel se dédouble. La route prend un virage serré, le bout de l'arc-en-ciel semble être à quelques minutes. Tu te rapproches, mais il commence à s'estomper. Et il disparaît. Tu arrêtes la voiture et regardes autour de toi pour chercher ta récompense. Mais rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Il est physiquement impossible d'atteindre le bout d'un arc-en-ciel, car ce n'est pas quelque chose de physique ou de tangible. Les arcs-en-ciel sont des illusions d'optique formées grâce au super pouvoir des gouttes de pluie qui fonctionnent comme de minuscules prismes. Les gouttes de pluie reflètent la lumière du soleil à la fois à l'intérieur et dans ta direction lorsque tu les regardes. Les différentes longueurs d'onde de la lumière se réfractent à des angles distincts. C'est pourquoi la lumière blanche que le soleil envoie ressemble à tout un tas de couleurs arrivant dans un certain ordre. Pour que cette illusion d'optique naturelle fonctionne, il faut toutefois des conditions météorologiques précises. De plus, tu dois te trouver à une certaine distance, exactement au bon angle de 42 degrés par rapport aux rayons du soleil, avec le soleil dans ton dos et la pluie devant toi. Lorsque tu te diriges vers l'arc-en-ciel, il reste toujours à la même distance de toi, donc tu ne pourras jamais l'atteindre. De plus, l'angle sous lequel tu le regardes change et l'arc-en-ciel semble donc rétrécir par rapport au paysage. Et quand tu arrives à l'endroit où la pluie tombe, l'arc-en-ciel s'efface devant toi. Il a besoin d'une épaisse colonne de pluie pour refléter suffisamment de lumière, alors tu le verras à nouveau de loin. Deux personnes ne peuvent jamais voir le même arc-en-ciel car elles auront des perspectives différentes, à moins qu'elles ne regardent toutes les deux une photo de celui-ci. Si tu demandes à ton ami de se tenir sous un arc-en-ciel, plus tu te rapproches de lui, plus l'arc-en-ciel s'éloignera de toi. Ton ami verra un arc-en-ciel différent de son point de vue, à une certaine distance et toujours à un angle de 42 degrés. La bonne nouvelle, c'est que cela signifie qu'il pourrait y avoir un nombre infini d'arc-en-ciel dans le ciel dans les bonnes conditions. Ainsi, tu pourrais bel et bien te trouver au bout d'un arc-en-ciel que tu ne vois pas, mais ton ami pourrait le prendre en photo de loin. Il n'est pas non plus physiquement possible de passer au-dessus d'un arc-en-ciel. Il pourrait apparaître sur le côté d'un avion ou en dessous dans les bonnes conditions et sous le bon angle. Mais les photos prises depuis le hublot d'un avion montrant clairement des arcs-en-ciel d'en haut sont le résultat d'une autre illusion d'optique, la biréfringence. Le plastique utilisé par le hublot a la propriété de diviser la lumière qui y pénètre en deux rayons distincts. Les rayons sont de couleurs différentes et se dispersent différemment. Lorsque la lumière sort du hublot, les deux rayons de lumière se croisent et créent l'effet de bande colorée. Si tu utilises un filtre polarisant sur ton appareil photo, l'effet est encore plus évident. L'eau sous l'avion a aussi cet effet polarisant. Ainsi, cela ressemble à un arc-en-ciel, mais ce n'en est pas un. Une autre raison pour laquelle tu ne pourras jamais atteindre l'extrémité ou le bas d'un arc-en-ciel est qu'il n'a pas réellement une forme d'arc, même s'il y ressemble. C'est en fait un cercle complet. Tu ne peux pas voir le reste du cercle parce que lorsque tu es debout sur le sol, tu ne peux voir que la lumière réfléchie par les gouttes de pluie au-dessus de l'horizon. La moitié inférieure est cachée de ta vue.
la seule façon de voir un arc-en-ciel circulaire complet est de sauter dans un avion ou de grimper sur une très haute montagne afin d'élargir ton champ de vision. Les arcs-en-ciel n'apparaissent pas seulement pendant la journée. Un arc-en-ciel qui apparaît la nuit s'appelle un arc-en-ciel lunaire. C'est le résultat de la lumière réfléchie par la Lune qui frappe les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Il a les mêmes couleurs mais semble plus terne. La Lune n'émet aucune lumière par elle-même et le clair de Lune est une lumière solaire réfléchie plus faiblement que celle du Soleil. C'est pourquoi un arc-en-ciel lunaire est officiellement un arc-en-ciel formé par la lumière du Soleil et l'eau. Tu peux en apercevoir un lorsque la Lune est pleine ou presque pleine, principalement dans les régions tropicales comme les Caraïbes et Hawaï. Là-bas, il y a souvent des averses tard dans la soirée. Les arcs de brume se forment lorsque la lumière est réfractée et réfléchie par le brouillard. Ils sont beaucoup plus faibles que les arcs-en-ciel ordinaires, car les gouttelettes d'eau du brouillard sont plus petites que les gouttes de pluie. Certains semblent même être principalement blancs, et quand tu en vois un dans les nuages, cela s'appelle un arc blanc. Si pour une raison quelconque, tu veux qu'un arc-en-ciel disparaisse de ta vue, il suffit d'enfiler une paire de lunettes polarisées. Tiens-les devant toi et tourne-les sur le côté. Et voilà, l'arc-en-ciel a disparu. Les arcs-en-ciel sont aussi polarisés, ce qui signifie que leurs ondes lumineuses vibrent dans une direction verticale, comme sur les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil sont conçues de cette façon pour que tu ne vois pas les reflets et l'éblouissement provenant des étendues d'eau ou d'autres surfaces planes. Lorsque tu tournes les lunettes de soleil sur le côté, tu les rends polarisées horizontalement. Maintenant, tu ne peux plus voir les objets polarisés verticalement, et l'arc-en-ciel disparaît donc comme par magie. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, un arc-en-ciel ne se limite pas aux 7 couleurs que tu as apprises à l'école. Ce sont juste les couleurs du spectre visible. Le rouge a la longueur d'onde la plus longue, et le violet la plus courte. D'autres couleurs comme le rose, le marron, le corail et plein d'autres sont aussi présentes dans l'arc-en-ciel, qui en compte jusqu'à 1 million. Les autres teintes sont tout simplement invisibles pour l'œil humain. Les arcs-en-ciel rouges monochromes peuvent généralement être vus au lever et au coucher du soleil, lorsque le soleil est à l'horizon. Les longueurs d'onde plus courtes des nuances bleues et violettes sont dispersées à ce moment-là, si bien que tu ne peux distinguer que la couleur rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 2 fois à l'intérieur des gouttelettes, tu peux voir un magnifique double arc-en-ciel. Le deuxième surplombe le principal plus lumineux, et ses couleurs sont inversées. Le violet est la première couleur de l'arc-en-ciel, et il se termine par un arc rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 3 fois, tu peux apercevoir un arc-en-ciel triple. Tu dois faire face au soleil pour le voir, car le soleil en est le centre. Il est donc assez difficile de le voir en regardant droit dans le soleil, et les couleurs ne sont pas aussi vives. Un arc-en-ciel quadruple est encore plus difficile à détecter, mais ils existent aussi naturellement. Les arcs-en-ciel surnuméraires sont exceptionnellement rares dans la nature et ne se produisent que lorsqu'il y a une différence dans les trajectoires des rayons et la taille des gouttes de pluie. Les couleurs les plus vives qu'ils contiennent sont généralement le rouge et le vert. Des scientifiques ont détecté un arc-en-ciel d'ordre 200 en laboratoire. Tu pourrais avoir un arc-en-ciel parfaitement circulaire autour de toi. Si tu fais de l'alpinisme, lorsque le soleil est bas et derrière toi, et que tu montes assez haut pour qu'il y ait de la brume en dessous de toi, tu peux assister à l'effet optique du spectre de Brocken. C'est ta propre ombre dans la brume, mais beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. La silhouette est entourée d'un anneau de lumière semblable à un halo. C'est un phénomène optique connu sous le nom de gloire, qui se produit d'ailleurs aussi quand tu vois ton avion se projeter sur les nuages en dessous de toi depuis ton siège côté hublot. Certains arcs-en-ciel sont à l'envers et prennent alors le nom d'arc circumzénital. Ils se produisent lorsque la lumière du soleil se réfracte à un certain angle à travers des cristaux de glace horizontaux qui se forment dans des nuages spéciaux. Ils se produisent assez souvent tout au long de l'année, mais nous n'en voyons pas souvent car ils sont généralement cachés par les nuages en dessous. Si tu as vraiment de la chance, tu peux voir 2, 3 ou plus d'arc-en-ciel dans le ciel en même temps. C'est un phénomène différent d'un arc-en-ciel double ou triple, car il se dresse alors fièrement comme des arcs séparés entourant un arc-en-ciel plus brillant et plus coloré. Les arcs-en-ciel se croisent parfois avec des tornades, si bien qu'ils n'annoncent pas toujours un ciel dégagé et un temps calme. Les taches de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel sur les côtés du soleil s'appellent des parélies. Elles sont similaires aux arcs-en-ciel, mais beaucoup plus fréquentes. Elles sont également formées par l'humidité qui filtre la lumière du soleil lorsqu'elle frappe des nuages de cristaux de glace. Les cristaux de glace deviennent des prismes. La plupart des parélies sont blanches, mais elles peuvent aussi être colorées, du rouge le plus proche du soleil au bleu à l'extérieur. Tu veux entendre quelque chose de choquant ?
Dans une prise électrique ordinaire, comme celle que tu utilises pour charger ton téléphone, la tension est de 220 volts. Une ligne électrique à haute tension qui fournit de l'électricité à des dizaines de bâtiments a une tension de 100 000 volts. La tension d'un coup de foudre est de plus de 10 millions de volts. Et la température de l'éclair est presque 2 fois supérieure à celle de la surface du Soleil. Et cette charge incroyable vole à une vitesse à peine 2 fois et demie plus lente que la vitesse de la lumière. Alors, imagine ce qui peut arriver si tu es frappé par la foudre. Voici quelques éléments pour te donner une idée. La décharge traverse ton corps en 1/100 de seconde. L'éclair peut arrêter ton cœur et perturber tout ton système nerveux. Au début, tu ne te rendras peut-être même pas compte de ce qui s'est passé. Tu perdras peut-être connaissance et ton corps sera en état de choc. Chaque jour, il y a plusieurs millions d'impacts de foudre dans le monde. Heureusement, tu as assez peu de chances d'être frappé par l'un d'eux. La probabilité que la foudre te frappe est d'environ 1 sur 15 300. Toutefois, environ 20 000 personnes sont frappées par la foudre chaque année. Les chances que la foudre te frappe 2 fois sont encore plus faibles. Et quelles sont les chances que tu sois frappé par la foudre 7 fois au cours de ta vie? Cela semble impossible, mais un homme en a pourtant fait l'expérience. Il s'appelait Roy Sullivan. Il est né en 1912 à Greene County, en Virginie, dans une grande famille de 7 enfants. Roy était un garçon ordinaire et n'était pas différent de ses frères et sœurs. Mais pour une raison inconnue, la nature semblait l'avoir choisi. En 1936, il a commencé à travailler comme ranger au parc national de Shenandoah. C'est là que la foudre l'a frappé 7 fois en 35 ans. Le premier accident s'est produit en avril 1942. Ce jour-là, un violent orage a commencé à gronder. Roy s'est réfugié dans une toute nouvelle tour de guet qui n'était pas encore équipée de paratonnerre. La foudre a frappé le bâtiment à plusieurs reprises. Un incendie s'est déclenché à l'intérieur et Roy s'est enfui en courant. Dès qu'il s'est retrouvé à quelques mètres de la tour, la foudre a frappé son orteil et a fait un trou dans sa chaussure. L'incident suivant s'est produit 27 ans plus tard, en juillet 1969. Roy travaillait toujours dans le parc national. Il conduisait sa Jeep sur un terrain vallonné lorsqu'un orage a commencé. Un éclair l'a frappé par la fenêtre ouverte du véhicule. La charge a brûlé ses sourcils et ses cils et a légèrement touché ses cheveux. Roy a perdu connaissance et la voiture a continué à avancer. Elle s'est immobilisée juste au bord de la falaise. 15 minutes plus tard, Roy a repris ses esprits. Un an plus tard, en juillet 1970, le troisième incident s'est produit. Le temps était au beau fixe, mais en quelques minutes, les nuages sont devenus plus épais et un orage a commencé. La foudre a frappé un transformateur près de Roy. L'homme s'est enfui aussi vite que possible, mais la nature l'a encore rattrapé. Cette fois, la foudre a frappé son épaule. 2 ans plus tard, en 1972, la foudre a frappé Roy pour la 4e fois alors qu'il travaillait dans une station du parc national. La charge a mis le feu à ses cheveux et l'homme a couru à la salle de bain et a utilisé une serviette humide pour éteindre les flammes sur sa tête brûlante. À partir de ce moment, Roy a commencé à soupçonner qu'une force maléfique invisible le poursuivait. Il a commencé à avoir toujours sur lui une bouteille d'eau pour éteindre le feu en cas de nouveau coup de foudre. Le 5e s'est à nouveau produit dans le parc national en 1973. Roy a trébuché sur un rocher et est tombé. À ce moment-là, il a remarqué des nuages d'orage dans le ciel. Effrayé, il a couru jusqu'à sa Jeep, est monté à l'intérieur et a appuyé sur l'accélérateur. Il a conduit aussi loin que possible de la zone. Puis il s'est arrêté et est sorti de la voiture pour voir où se trouvait l'orage. Et à ce moment-là, la foudre a frappé à nouveau. Elle a traversé son bras gauche et sa jambe gauche et a mis le feu à sa chaussure. Roy est rapidement remonté dans son véhicule et a éteint le feu à l'aide de sa bouteille d'eau. Le 6e incident s'est produit en 1976. Roy se promenait le long d'un sentier dans le parc, à seulement 1 kilomètre de l'endroit où la foudre l'avait frappé la dernière fois. Des nuages d'orage sont à nouveau apparus. Un éclair a jailli et a frappé Roy dans la paume de sa main. Après ce 6e coup, il a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas dans le parc. Et après 40 ans de bons et loyaux services, il a finalement décidé d'arrêter son travail. Il espérait que les éclairs cesseraient de le poursuivre, mais il avait tort. À ce moment-là, l'homme était déjà devenu une célébrité. Mais ce n'était pas vraiment à son avantage. Les gens avaient peur d'être près de lui car ils croyaient que la foudre pouvait les frapper à tout moment.
Les journalistes ont donné à Roy Sullivan les surnoms de Ranger étincelle et paratonnerre humain. Bien sûr, cela ne plaisait pas du tout à Roy, qui se sentait très seul. Il souffrait aussi d'une peur constante et d'un sentiment de persécution. Il s'attendait en permanence à ce que la foudre lui tombe dessus. Heureusement, il était marié et sa femme le soutenait et l'aidait beaucoup. Après avoir quitté son emploi, Roy a décidé de déménager avec sa femme dans la petite ville de Dooms en Virginie. Sachant que Doom signifie malédiction en anglais, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Une année s'est écoulée sans nouvel accident. Puis, le 25 juin 1977, la foudre a de nouveau frappé Roy. Il était allé pêcher à l'étang tôt le matin. La pêche était bonne, mais le ciel était couvert. Roy a immédiatement senti qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Il y avait une odeur de soufre et les poils de ses bras se sont hérissés. Tout son corps était tendu. La foudre a frappé Roy à la tête, traversant sa poitrine et son estomac. L'homme a couru jusqu'à sa voiture pour se mettre à l'abri. À ce moment-là, un ours affamé est sorti de la forêt. Il s'est approché du seau de Roy, plein de truites qu'il avait attrapées. Roy a couru hors du véhicule avec ses cheveux encore tout fumants pour chasser l'animal. Après le 7e coup de foudre, il a perdu l'ouïe de son oreille gauche et a réalisé qu'il ne pouvait se cacher de la foudre nulle part. Sa femme avait peur d'être avec lui dehors pendant un orage. Un jour, alors qu'elle étendait du linge dans le jardin, Roy est sorti de la maison pour l'aider. Quelques minutes plus tard, la foudre a frappé sa femme. Heureusement, elle n'a pas été gravement blessée. Après cela, en plus de la peur et de la solitude, il a ressenti de la culpabilité. Bien sûr, de nombreux médecins et scientifiques ont essayé d'aider Roy, mais personne n'a réussi à trouver la raison de cet étrange phénomène. D'un point de vue purement scientifique, ce n'était à chaque fois qu'une coïncidence. Les mathématiques et la physique étaient impuissantes. Avec de telles réponses de la part des scientifiques, Roy pensait que des forces invisibles le poursuivaient ou que le destin le punissait pour quelque chose. La réponse se trouve peut-être dans le passé de l'homme. Le service des parcs nationaux et les médecins ont documenté les 7 fois où il a été frappé par la foudre. Mais il y en a eu une 8e, ou plutôt une première, qui n'a pas pu être confirmée. Selon Roy, la foudre l'avait déjà frappé dans son enfance, alors qu'il aidait son père à faucher le blé. La décharge avait touché la lame de la faux. Personne d'autre que le garçon ne l'avait vue. Peut-être qu'à ce moment-là, la foudre a changé quelque chose dans son corps et l'a rendu plus attirant pour les prochains coups. Car il faut savoir que la foudre choisit toujours le chemin qui présente la moindre résistance. Voici comment se produit la foudre. Les particules de pluie, de glace et de neige entrent en collision les unes avec les autres à l'intérieur d'un orage. Ce processus augmente le déséquilibre entre les nuages et le sol, chargeant négativement les couches inférieures des nuages. Les éléments au sol, comme les arbres et la terre, se chargent positivement et créent un autre déséquilibre. La nature essaye de remédier à ce déséquilibre entre deux charges opposées en faisant passer un courant électrique à travers elles. La nature a peut-être ressenti un déséquilibre de charge dans le corps de Roy et a essayé d'y remédier. Mais pourquoi a-t-il toujours été frappé à un intervalle d'1 ou 2 ans? D'ailleurs, plus de 20 ans se sont écoulés entre le premier et le deuxième coup. Les scientifiques ne savent toujours pas expliquer ce qui lui est arrivé. Peut-être que Roy était simplement un homme attirant. Comme on pouvait s'en douter, Roy Sullivan a été inscrit dans le livre Guinness des records comme la personne la plus souvent frappée par la foudre dans le monde. Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient.
Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres, et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation au carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde.
Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'il se levait et se couchait, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace ? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 cm3 d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace ?
Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense ? Qu'entendrions-nous ? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas ? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas ? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace ? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autre chose. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non ? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique, avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace.
Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en sons. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ?